si tu penses que tu peux prendre exactement ce que les autres ont dit puis l'appliquer tel quel à ta business, des bonnes chances que ça se passe pas comme tu penses que ça va se passer. Ton contexte est différent, ta réalité est différente, le monde est différent. Comme il faut tout le temps que tu fasses un effort de réflexion sur peu importe le conseil ou le livre que tu vas lire, comment ça s'applique à ta situation puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai développé dans les dernières années, que j'ai changé un peu d'idée parce que moi aussi, fut un temps où je pensais que je pouvais lire quelque chose puis l'appliquer tel quel puis que ça allait marcher. It doesn't. On est hit le road et samedi soir, ne clenchons pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou mieux nous laisser un review. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 245 compagnies. Côté produit, on a récemment lancé le Job Board SaaSpass. Allez sur saaspasse.com/emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter la quarantaine d'offres déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, nous écrire à bonjourhi@saaspasse.com. Le prochain événement Ça se passe, c'est aujourd'hui que ça se passe, en ce jeudi 23 novembre, à Québec, dans les bureaux de Coveo. C'est le dernier de l'année. On va jaser Search, AI, Engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y avait 80 billets dispo sur Eventbrite via notre bannière puis en show notes. Au moment où ça sort, il doit en rester gros max une dizaine. Donc, allez réserver le vôtre, qu'on s'arrange pour être sold out une 5e fois en ligne. Ce serait malade pour closer l'année. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Marc Mercier, Head of Ops chez Extend AI et Stone AI. On couvre la carrière super riche de Marc, qui est passé par des startups comme BotPress, Upfront et Sonder. On va aussi creuser sur des trucs comme les challenges du combo software-hardware, la verticalisation de produits AI First, la présence d'investisseurs qui sont aussi des entrepreneurs tech chevronnés, le venture capital, donc VC au Québec, et plus. Marc, c'est un généraliste avec un focus formidable. Son parcours et sa capacité à faire face à l'adversité, ça m'a toujours impressionné. Ah, puis fun fact, on a déjà été coloc dans un appartement de Québec à l'époque très ramen. Alright, on passe aux promos d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence de SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. C'est hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs, puis plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit, poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspasse.com/lajobdumois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehoux, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, genre celle de janvier, écrivez-nous à bonjourhi@saaspasse.com ou mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline, ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales, le tout en vous rendant autonome. Fait qu'il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de pas exploser son budget.
Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41. Écoutez ça. OK, deuxième Spotlight partenaire pour novembre. Le service pour SaaS en Spotlight ici, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PCAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PCAN offre d'abord un 15 000 $ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PCAN donne accès à un 100 000 $ de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. Fait que c'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Bloc Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion client, marketing, vente, opérations internes et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspace.com/partenaire avec un S/Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E, et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Alright, on passe au show, let's go! Marc Mercier, bienvenue sur Ça se passe. Merci de me recevoir. Comment tu vas, mon vieux? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Toujours un plaisir de recevoir un ami et un ancien coloc même. Indeed. On a partagé une espèce de petit antre dans Saint-Jean-Baptiste quand on était plus jeune. Comment on se connaît, Marc? Tu te rappelles de ça? Marc? Je me souviens pas exactement du moment où est-ce qu'on s'est rencontrés. Pas sûr que c'était à travers Georges, obviously, ouais. Mais le plus loin que je me souviens, t'as été une des premières personnes à venir au Tech Drinks pitcher quand on a starté ça à l'événement de lancement. Là, fait quoi? Ça va faire 5-6 ans. Rappelle au monde qui ont pas été assez chanceux pour vivre les Tech Drinks, c'était quoi? Les Tech Drinks, dans le fond, c'était un événement pour rassembler la communauté startup à Québec. Fait que on faisait des événements mensuels, une fois par mois, dans le coin de Saint-Joseph. Puis, on recevait une cinquantaine de personnes à chaque mois. Puis, j'aime penser qu'il y a une partie de l'âme de Tech Drinks qui continue de vivre à travers ça se passe. Nice, man. Ouais, j'aime ça, les events. J'ai eu bien. Puis toi, Marc, mettons que tu nous faisais un recap rapido de ton parcours professionnel. T'es passé à travers quoi? En fait, Marc Podback, comme mes amis de BotPress m'appellent. À chaque fois que je vais là, je me fais tout le temps appeler Marc Podback. C'est vraiment drôle. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça fait peut-être 10 ans que je contribue à bâtir des startups. J'ai commencé au support dans une startup qui s'appelait Acadam. C'est quoi ça? Plateforme de matching entre tuteurs et étudiants. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Puis là, t'as quel âge? J'avais 21 ans, OK. à peu près. C'est ça, fait que parce que t'as skippé l'université, t'es allé direct dans le monde des startups. Ouais, j'ai essayé de retourner à l'université après, mais pas de manière successful. Fait que je suis retourné sur le marché du travail, mais c'est ça, j'ai commencé là, j'avais une vingtaine d'années. Puis après ça, je me suis promené un peu de startup en startup. J'ai dû peut-être en faire peut-être 8. Veux-tu nous les nommer en mitraille? Acadam, j'ai collaboré avec les gars Make a Champ. J'ai fait Sonder, qui était anciennement Flatbook. J'ai fait AmpMe, j'ai fait Upfront. Stempa, qui était la mienne. Après ça, BotPress. Maintenant Extend AI. Fait que, ouais. Aujourd'hui, t'as quel âge? 31.
Ça fait que t'as une bonne décennie de startup là, à travers tout ça. Ouais. Laquelle de ces startups-là t'as le plus appris, mettons, ou que t'as le plus évolué? Sans compter celle-ci en ce moment où t'es, là, Ouais, c'est dur à dire parce que dans le fond, tu sais, au fur et à mesure que je me promenais d'une startup à l'autre, j'ai toujours changé mes responsabilités, j'ai pris plus de responsabilités. Fait que, tu sais, au fil de ces 10 années-là, j'ai dû faire à peu près tout ce que tu peux penser qu'il y a à faire dans une startup, là, tu sais. Fait que, fait que je pourrais. Je sais pas, à partir de AmpMe, là, quand j'étais rentré là avec Keith Baudouin, c'était pas mal là que ça a vraiment commencé à ramper up Ça plus. faisait quoi, AmpMe? AmpMe, c'était un app mobile où est-ce qu'on synchronisait les téléphones ensemble pour faire un speaker géant portatif. Puis des fois, vous faisiez des tests en haut au bunker coworking, puis ça sonnait très fort. Ouais, c'était beaucoup de bruit. Fait qu'on va pouvoir creuser dans différentes parties de ton parcours au travers de la conversation, mais juste pour mettre la table sur la situation actuelle, mettons, là, t'es chez Extend AI, qui ont un produit aussi qui s'appelle Stone AI. Ouais. Tu veux-tu nous faire un TLDR un peu de c'est quoi Extend, c'est quoi Stone AI? Ouais, fait que Extend AI, dans le fond, on aide les entreprises à percevoir, comprendre puis optimiser leur environnement physique. Ok. Fait qu'essentiellement, on installe les capteurs, on capte, dans le fond, la réalité physique, on fait une modélisation virtuelle, puis ensuite, on peut runner des scénarios pour faire de l'optimisation là-dessus. Donne-moi un exemple d'entreprise où est-ce qu'une installation du genre serait mise. Ben en fait, quand ils ont fait la R&D au début, la preuve de concept, là, ils ont installé ça dans un endroit où est-ce qu'il y avait une ligne de production où est-ce que les gens assemblaient des petites boîtes de médicaments, si je me souviens bien. OK. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé des capteurs en haut de la cellule où est-ce que la personne travaillait pour capter, dans le fond, les mouvements de cette personne-là. Wow. Puis après ça, faire des scénarios d'optimisation dessus. Fait que là, pour les noobs du AI comme moi, là, c'est-tu du OCR? C'est du computer vision, dans le fond, qui est beaucoup utilisé là-dedans. Ouais, c'est du computer vision. Fait qu'il y a deux composantes. Il y a du hardware, c'est-à-dire du matériel physique qui capte puis qui enregistre beaucoup de ce qui se passe dans le monde physique. Ouais. Mais tu as aussi en arrière du software, right? Ouais. Est-ce que le software en arrière est exposé de façon un peu une application web ou comment ça fonctionne? Ben là, notre premier use case, c'est Stone AI, fait que le premier produit là, qu'on développe actuellement. Fait que oui, Stone AI, dans le fond, est exposé via une interface. Stone AI, essentiellement, ce qu'on fait, le première application, c'est de l'inspection automatisée avec l'intelligence artificielle. Fait que une tranche de granit, par exemple, brute, va se faire inspecter par un humain qui va déterminer s'il y a des cracks, s'il y a des trous, s'il y a de la pyrite dedans. Okay. Puis ça va déterminer le grade de la tranche. Fait que quel prix elle va être vendue. Okay. Puis ça va aussi déterminer comment tu vas la couper. Comment tu vas couper tes morceaux dedans. Fait que c'est vraiment la première étape du processus. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inspecte ces tranches-là avec des modèles d'intelligence artificielle. Puis on a une interface qui permet à l'inspecteur de faire de la contre-validation. Fait que les faux positifs, faux négatifs. Puis cette interface-là, dans le fond, ça fait partie du package. Vous devez avoir des contrats probablement custom. Là, c'est pas un modèle self-serve. C'est pas self-serve. On essaie quand même de rendre ça, le modèle de pricing puis le modèle de distribution, on essaie de même le mettre le plus simple possible parce que ça reste une industrie très old school. Là. Ouais. On parle la production, gestion de la pierre, je sais même pas comment le dire, on dirait. Ouais, ben, tu sais, nous autres, on fait majoritairement affaire avec des carrières actuellement, puis c'est du monde qui travaille dans une usine, là, tu sais, fait que sont pas nécessairement faciles à rejoindre, sont pas nécessairement habitués de faire d'acheter du software non plus, fait que il y a beaucoup de challenges là aussi en lien avec ça. Avec l'éducation. Ouais. Puis moi, je te connais bien, justement, on est potes, on a déjà été coloc, ce que je me demande, c'est, mettons, tu as eu un parcours fascinant en startups. Pourquoi tu as décidé d'aller dans celle-là, chez Extend AI? C'est une bonne question. C'est majoritairement à cause de Carl, le CEO.
puis le founder. En plus, ouais. Ouais. Ben moi, dans le fond, après être parti de chez BotPress, j'ai exploré quand même plusieurs affaires. OK. Puis j'avais rencontré Carl quelques mois auparavant, puis on avait eu des discussions, puis ce qu'il m'avait dit quand j'avais posé la question, c'est quoi tes gros challenges en ce moment en tant que founder de CEO d'une compagnie de tech, puis il m'avait dit, moi j'ai pas de difficulté à recruter des devs, j'ai de la misère à recruter du monde non technique pour m'aider. Puis ça avait comme stické, puis on avait eu d'autres conversations par la suite, tout ça, puis nos valeurs, notre manière de réfléchir, on était vraiment alignés sur la vision de comment est-ce qu'on on voulait bâtir des business. Personnellement aussi, un super bon fit, on s'entend super bien. Fait que ça a été le gros driver là, de ma décision d'aller chez Extend. C'était vraiment lui en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant que tel, il y avait aussi la composante qu'il y avait déjà un client avec lequel il développait le produit, mais au-delà de ça, c'est comme dur de choisir une compagnie early stage, un peu comme les VC quand ils font de l'investissement. C'est des gageurs beaucoup. Ouais, exact. Là. C'est intéressant la composante humaine, justement, du fit un peu personnel, social avec ce dude-là. Fait que, mettons que je fais un pas en arrière, comment tu l'as connu, ce gars-là? Il est arrivé quand dans ta vie? Ben, dans le fond, on s'est rencontrés dans un événement que Panache Venture organisait ici à Québec. Panache qui sont à Montréal, font du early stage. Panache fait du early stage VC, sont basés à Montréal, ils ont des bureaux plusieurs endroits au Canada, Toronto, Calgary, Vancouver. T'as fait un bout là, hein? C'est ça? Non, ben je connais bien la gang qui a starté ça, fait que c'est pour ça que j'étais relativement proche d'eux autres. C'est un de mes oncles qui a parti ça, en fait. Oui, là. c'est ça. Fait que je me retrouve souvent dans ces événements-là. Je suis souvent invité parce que je travaille dans une compagnie du portfolio, mais aussi parce que je connaissais bien toute l'équipe. Laquelle, excuse, la compagnie du portfolio? Je travaillais chez BotPress avant, qui était portfolio chez Panache. Explique, c'est quoi BotPress? BotPress, en fait, c'est une plateforme pour bâtir des chatbots. Fait que back in the days, c'était open source avec un modèle enterprise. À cette heure, sont rendus cloud avec le generative AI. Ouais, il y a un gros... je sais pas si pivot, c'est le bon mot, mais dis-moi ouais, c'est quand même... réajustement du tir, là. Ouais, ben pendant que j'étais là, on voyait vraiment qu'il y avait la tendance vers le cloud là, qui s'en venait beaucoup. Il y avait les modèles comme ChatGPT qui devenaient de mieux en mieux. Fait que c'est sûr que cette transition-là devait se passer à some point. Là. Fait que là, t'es dans un événement chez Panache. Il y a tout plein de monde intéressant qui ont des projets, qui investissent dans des projets, puis tu rencontres ce gars-là. Ouais. Comment t'as gardé ta relation avec lui, genre? Tu sais, tu dis, on s'est appelé, on s'est parlé de quelque chose. On s'est parlé de tel sujet, tel défi, genre, comment tu... Ben, je dis ça parce que je veux que le monde catch les chemins de création d'opportunités, tu sais, de carrière. Ouais. Ben, en fait, durant l'événement, on a quand même jasé un peu. C'est ça, c'est là que j'ai vraiment abordé le sujet de c'est quoi tes challenges, qu'est-ce qui keep you up cette night, tu sais. Puis moi, par la suite, c'est une habitude, tu sais, quand j'ai des conversations avec les gens où est-ce que je trouve ça vraiment bien connecté, je les ajoute sur LinkedIn, on garde contact. C'est bon. Je fais juste un basic saine gestion de réseau, un peu. Là. Ouais. Je vais faire une citation parce que j'ai fait un petit peu de prep pour le pod. Ça, c'est dans un article qui est paru dans la presse, je crois, en tout cas, dans les médias populaires. Ça parle d'Extend.ai, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est réaliser l'équivalent de rayons X, de chaînes de production, de centres de distribution et d'autres emplacements physiques afin de déterminer comment on peut implanter l'automatisation et l'optimiser. C'est quand même ambitieux comme statement. Il y a beaucoup de parties mouvantes dans des chaînes de production, dans des usines. Fait que j'ai envie que tu me parles un petit peu plus en détail de comment vous faites ça. C'est quoi la machine qui vous permet de faire ça? C'est quoi la techno qui vous permet de faire ça? Si tu peux rentrer un peu plus dans les détails.
Je vais rentrer dans T'as Polycar aussi, qui est un client, je pense, que tu peux utiliser comme exemple. Je vais rentrer dans les détails autant que je peux, mais essentiellement, Extend AI, pour faire de la modélisation de l'environnement physique, ont développé une technologie qui nous permet justement d'ingérer tout le feed vidéo, qui nous permet après ça de faire de la modélisation. C'est-tu trop noob de dire c'est une caméra, c'est un sensor, c'est... Ouais, on dit tout le temps des sensors, les caméras, c'est pas super bien perçu, mais dans le cas des... dans le cas d'utilisation de Polycar, c'est pas vraiment un enjeu. C'est littéralement des caméras, c'est une boîte fermée qu'on installe. Ben, je pense que tu l'as probablement vu si tu as lu l'article. C'est une boîte qu'on installe par-dessus un convoyeur, équipé de caméras, d'ordinateurs. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des photos de la tranche qui passe en dessous. On va tout rassembler ces images ensemble pour refaire une représentation de la slab au complet. Puis par la suite, on va rouler des modèles d'intelligence artificielle dessus là, pour faire l'identification des différentes features. Quelle action est-ce qu'un manager ou une personne clé chez Polycar ou n'importe quel client peut faire une fois qu'elle pogne vos analyses puis toute la modélisation que vous avez faite, mettons? Ben, tu sais, de un, actuellement, là, pour te donner une idée de l'archaïcité du processus, c'est que eux autres, là, la tranche, la personne qui la regarde pour l'inspecter, elle va mettre un collant en équerre pour dire cette partie-là est utilisable, cette partie-là n'est pas utilisable. Puis si jamais il y a des défauts, ils vont mettre des petits points verts sur la tranche, puis ils vont prendre une photo. Mais tu sais, ils vont mettre, mettons, 3 points verts pour une craque qui a peut-être 2 pieds de long. Après ça, la personne au ventre, quand elle reçoit ça pour vendre la tranche, faut qu'elle s'imagine où la craque. Puis, fait que, nous, on vient vraiment identifier clairement sur cette image-là, c'est sont où les défauts. Fait que ça, d'un, ça fait que le processus est plus rapide, mais de deux, c'est aussi la qualité de l'information qui en ressort, la précision, puis la rétention de cette information-là à travers l'organisation. Là. Puis le type d'AI, y a-tu... Parce que, tu sais, les Large Language Models, c'est super populaire. On en a parlé sur le podcast pour les gens qui veulent aller voir, peu importe. Mais le Computer Vision, c'est aussi un gros modèle niveau AI. Un gros paradigme, excuse. Y a-tu d'autres choses? J'imagine qu'il y a beaucoup de big data, genre data crunching, puis comme tout ça. Y a-tu de quoi de plus intéressant que ce que je viens de dire à dire là-dessus? Ou c'est pas mal ça? Non, ben essentiellement, c'est ça, c'est du computer vision, puis je pense que le gros défi, c'est vraiment l'ingestion d'une grosse quantité de données. Tu sais, mettons, la qualité des images qu'on utilise, c'est genre du 50 mégabytes. Tu sais, les images sont énormes. Fait que, tu sais, de passer ça dans des modèles de computer vision, ça porte quand même son lot de défis. Là. Fait que, au niveau de la bande passante, au niveau du... OK. Ouais. Crème, c'est intéressant. Puis, as-tu l'impression, parce que moi, je sais que c'est deux technologies, deux approches d'AI différentes qu'il y avait chez BotPress, Chatbot Builder, où est-ce que tu étais, et puis Extend AI avec leur produit Stone AI. As-tu l'impression que l'expérience que tu as eue chez BotPress, d'une manière ou d'une autre, t'a permis d'avoir des avantages chez Extend AI, ou c'est trop alien d'un à l'autre? Non, je pense que c'est pas alien dans le sens que c'est sûr que ça m'a amené à comprendre des concepts. Tu sais, BotPress a été ma première exposition à l'intelligence artificielle réellement, un produit d'AI. Ouais. Fait que c'est sûr que ça m'a amené à comprendre des concepts de développement de ce genre de produit-là, puis aussi de comprendre un peu mieux la techno en général, puis qu'est-ce que ça impliquait. Là. OK. Fait que ça a été... C'est que dans le langage, le verbiage, le genre de dev avec qui tu peux collaborer aussi. Ouais. OK, nice. Puis, tu sais, Stone AI, je veux dire, c'est explicite, c'est dans le nom. Hein, c'est pour l'optimisation de la gestion, production de la pierre. Ouais. C'est très verticalisé. Est-ce que vous avez l'ambition de développer d'autres produits qui sont aussi verticalisés pour d'autres industries, mettons? Ouais, ben essentiellement, tu sais,
la vision de développement de produits chez Extend, c'est que Extend a développé la plateforme qui permet de justement percevoir, comprendre puis optimiser le monde physique. Après ça, le monde physique, ça peut être 2 mètres cubes, ça peut être 100 mètres cubes, ça peut être 10 000 mètres cubes. Fait que la vision un peu en arrière de tout ça, c'est de starter avec un footprint qui était petit, un petit mètre cube, puis après ça, d'augmenter progressivement les mètres cubes en trouvant tout le temps des niches, des verticales où est-ce qu'on pouvait développer le produit, puis un partner avec qui on pouvait développer ce produit-là aussi. C'est ça, c'est que les premiers clients qui rentrent un peu dans ma machine sont très impliqués, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de R&D et tout ça. Ouais. Est-ce que, c'est peut-être con, mais est-ce que tu veux faire 1 versus 100 mètres cubes? Est-ce que la machine qui capte doit scaler autant? Genre, ça fait une énorme genre de plateforme qui hover par-dessus toi? Ou je suis un petit peu trop dystopien? Ben, en fait, tu sais, quand on a fait quand je dis on, mais c'est vraiment Carl puis l'équipe qui ont développé cette machine-là. Puis quand ils l'ont faite, ils ont essayé de garder en tête qu'un jour, les sensors qu'on utilise pour capter la tranche, on les utiliserait pour capter des lignes des cellules de production, des chaînes de production, des usines au complet. Fait qu'on essaie de garder vraiment la caméra avec l'ordinateur tout ça de manière à ce que on est capable de packager ça dans une boîte qu'on vient accrocher au plafond. Fait que il faut avoir plus qu'une boîte, dans le fond. Pour une usine, potentiellement, on pourrait mettre 200 boîtes au plafond pour capter vraiment tout le plancher de l'usine puis être capable de le modéliser. J'ai l'impression que c'est pas... On en parlait un petit peu offline, mais on est loin de « Hey, mets ton email ici, rentre ta carte de crédit et maintenant tu peux gérer tes reçus de dépenses. » C'est pas un SaaS self-serve très, très, très simple en termes de cas d'utilisation. C'est massif dans la mesure où il y a beaucoup de hardware et du software avancé qui est impliqué dans votre offre de service, dans votre produit. Est-ce que c'est difficile d'onboarder des compagnies, même les gens dans l'usine sont-ils affectés? L'adoption du produit se vit comment, dans le fond? Ben, c'est clair que l'expérience d'acheter un produit comme Stone AI, c'est plus complexe que subscriber à Notion. Il y a un processus de vente, les gens veulent nous parler, il y a une discussion qui se passe, ils peuvent pas expérimenter vraiment avec le produit tant aussi longtemps qu'on n'a pas déployé chez eux. On essaie de trouver des manières pour leur donner un feel, mais c'est quand même relativement difficile. Fait que c'est sûr qu'il y a cette partie-là de faire l'acquisition du produit qui est un défi en soi. Mais après ça, il y a beaucoup de stakeholders dans l'entreprise qui sont impliqués dans une solution comme ça. On essaie autant que possible de limiter le nombre de stakeholders puis d'y aller vraiment progressivement. Mais c'est sûr que la personne qui est à côté de la ligne de prod puis qui fait l'inspection, ça vient impacter son travail, ça vient impacter la manière dont elle fait son travail, puis peut-être qu'est-ce qu'elle va faire dans 1 an, puis dans 2 ans, tu sais. Puis c'est tellement une industrie où il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, tu sais, massif à un point tel que des fois, tu es obligé d'arrêter la ligne de production pendant une journée parce que tu n'as pas de staff. Là. Puis ça, on l'a entendu plusieurs fois dans différentes entreprises avec qui on a parlé. Puis tu sais, c'est 7000 $ là, une ligne de prod. Là, les produits qui passent là-dessus, c'est... Antoine Bisson, là, il en parlait chez Poca. C'est la ligne de prod plante. Ça coûte cher. Super intéressant, man. Puis un cycle de vente et de onboarding sur tout ça, ça peut prendre des mois, des années. As-tu un gauge ou c'est trop early pour dire? T'sais? Ben, pour le cycle de vente, c'est dur à dire parce que là, c'est sûr que tout ce qu'on a travaillé comme deal dans le pipeline, on les travaille, mettons, depuis janvier dernier, mais on n'était pas prêt à déployer une solution encore. Fait que
tout ça s'est étiré, évidemment, à cause de ça. Mais là, Stone Ice, c'est prêt. Là. Ouais, là, on s'en va en prod. Là. On a fait de la preuve de concept pendant 1 an et demi. Puis depuis le début 2023, on a commencé à vraiment productiser le produit. Là, vraiment le transformer pour qu'il soit user-friendly, que ça soit stable. Commercialisable. Puis qu'on soit capable de commercialiser ça à scale. Fait que là, on peut dire là, que le produit il est en commercialisation. C'est un beau milestone, man. C'est hot. J'ai l'impression qu'il y a un pattern dans ton parcours. Je m'explique. C'est pas la première fois que tu travailles avec un combo hardware puis software. T'as fait Extend AI puis le Stone AI, le produit Stempa Upfront. Est-ce que c'est un hasard ou c'est juste que genre c'est des défis que le combo hardware-software t'intéresse, genre? C'est définitivement un intérêt. J'ai quand même un intérêt marqué pour la partie physique. Des choses. T'sais, ma job, c'est quand même majoritairement d'être en avant d'un ordinateur. Ouais. Mais à some point, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être dans les affaires. Fait que, tu sais, upfront, c'était ça. Je partais sur la route, j'allais prendre des photos de lunettes pour faire notre base de données, pour mettre les clients en ligne. Stempa, c'était les imprimantes dans le sous-sol chez nous où je printais des t-shirts le soir. Puis là, ben, c'est l'usine en arrière, c'est se déplacer chez des clients qui ont des usines massives où est-ce qu'on va installer notre équipement. Puis, fait que cette composante-là physique, puis les défis opérationnels, financiers qui viennent avec cette composante physique-là, c'est définitivement des trucs qui sont challengeants. Oui, vraiment. Ouais. Stempa, c'était quoi? Stempa, en fait, c'est une affaire que j'avais lancée. J'ai été acheter une imprimante, puis on faisait des vêtements promotionnels pour les startups. L'idée, c'était que pour en avoir commandé beaucoup des t-shirts dans ma vie, il fallait tout le temps que tu attendes 2 semaines pour avoir tes t-shirts. C'était long, puis souvent, on est tout le temps à la dernière minute. Fait que moi, c'était comme turnaround time. Je suis capable de shipper des t-shirts en 2 jours. Fait que tu me passais une commande, le matin, je commandais, ça arrivait le lendemain matin, je printais ça, puis je te shippais ça. Fait qu'en 2-3 jours, généralement, tu es capable d'avoir tes t-shirts. Là. Très cool. Fait que t'as roulé ça pendant... Moi, 2 ans. J'ai fait de la prod chez nous pendant une grosse année. Puis sinon, avant ça, tous les préparatifs de tout ça, puis le brainstorming, là, ça a été peut-être... T'étais un solo founder là-dedans ou t'avais des partners? Quand j'ai starté ça, j'avais des partners, puis au fil du temps, là, la structure de la business a comme changé un peu, étant donné que j'étais le seul vraiment impliqué opérationnellement là-dedans. Là. OK. Ouais. Aujourd'hui, t'es loin d'être solo là, dans cette aventure-là avec Extend AI. Je pense que, en lisant un petit peu sur la compagnie et tout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ex-entrepreneurs ou d'entrepreneurs ou même de compagnies locales du Québec qui avaient investi activement dans Extend AI. Ouais. Ma question pour toi, c'est est-ce que ça change quoi que ce soit le fait d'avoir ce genre d'investisseur-là sur le board, probablement, ou du moins dans le décor, dans ton day-to-day? Dans le day-to-day, pas particulièrement. Dans le month-to-month, mettons, oui. Parce que, tu vois, ce matin, justement, j'étais à l'usine à 7h30. Il y avait Albert de Mirego puis Nicolas Bouchard du Proprio qui était là pour jaser des trucs avec nous autres. Fait que tu sais, sont impliqués, sont disponibles pour nous quand on a des challenges, quand on a besoin de se faire challenger sur des affaires, de discuter. Je sais que Carl travaille beaucoup avec eux autres. Là. Moi, je les rencontre sporadiquement, mais je sais que Carl parle souvent avec Martin Bouchard aussi. Fait que c'est pas juste du capital passif, patient, c'est aussi smart money qu'on peut appeler, là, où est-ce qu'eux autres s'impliquent avec vous autres. Là. Ils donnent du temps. Ouais, vraiment, puis ils veulent être là pour aider, puis ils veulent contribuer.
Puis, évidemment qu'il y a des comptes à rendre aussi. Fait que le month-to-month auquel tu faisais référence, je pense que c'est un peu quel est le progrès de la compagnie, quelle est la vision, les objectifs, les KPI, c'est ça un peu? Ben, month-to-month, parce que essentiellement, on a souvent des rencontres, mettons, qui s'alignent là, d'un mois à l'autre, là, ou every other month. Puis oui, nous, on a pris la décision aussi de rendre des comptes à tous les mois. On envoie des investor updates à tous les mois. Chose que, mettons, pour les fonds, je pense que c'est plus trimestriel généralement qui nous demandent des comptes. Est-ce que tu es impliqué dans les investor updates? Ouais, généralement, c'est moi qui va monter là, une partie de l'investor update. Qu'est-ce qui fait un bon investor update? Qu'est-ce qui fait un bon investor update? Ben, en fait, c'est de communiquer, surtout des besoins, je pense. Oui, c'est d'informer tes investisseurs sur la situation de la compagnie, mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent contribuer, comment ils peuvent t'aider. Ça, c'est quelque chose souvent qui revient, qu'on a essayé de faire. Même chez BotPress, en tant que Chief of Staff, je contribuais aussi aux Investor Updates, à préparer les decks pour le board. Puis, c'est ça. Une des affaires qui revenait souvent, c'était, bon, oui, le state of the business, mais aussi, c'est quoi les défis? Comment est-ce qu'on peut se faire appuyer par nos investisseurs là-dedans? Vous avez Premier Tech comme client/investisseur. Est-ce que avec ce gros joueur-là, tu sais, qui a acheté Mirego, puis tout ça, c'est quand même un behemoth là, dans l'industrie, est-ce que vous dogfoodez Extend AI ou je sais pas s'ils gèrent de la pierre, ben franchement, là, je connais pas beaucoup ça. Non, c'est ça. Okay. Ils gèrent pas de. Pour le premier produit, il n'y a pas vraiment de potentiel de dogfooder. Pour le futur, énormément. C'est une entreprise manufacturière. C'est ça. Les autres, ils ont des usines de production, sont impliqués dans différentes industries. Là, comme tu as dit, c'est une énorme entreprise. Fait que oui, il va y avoir un potentiel là, de collaborer avec eux autres pour du développement de produits. Là, à some point, je pense que c'était ça l'intérêt aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des synergies là-dedans. C'est pour ça qu'ils s'impliquent. Ouais. Ça va être intéressant, ça, d'avoir. Tu sais, c'est des avantages, là, clairement, pour bouger puis apprendre sur le marché plus vite quand tu as des partenaires proches de même. Tu as mentionné Albert de Mirego aussi. Est-ce que. Ben, Mirego qui fait partie de Première Tech aujourd'hui aussi. Est-ce que Mirego s'implique d'une manière ou d'une autre, côté web dev ou design? Non, c'est tout. Ouais, on fait tout ça in-house, le design. On a un designer, puis on a des équipes de dev. Vous avez du staff technique sur le payroll. Ben, software web. Là. C'est majoritairement du staff technique qu'on a sur le payroll. Ouais. Super. Puis probablement, je sais pas, des ingénieurs ou du monde qui, le côté physique, sont capables de dealer avec ça aussi. Ouais, on a un ingénieur, je veux pas déformer sa profession, je pense que c'est un ingénieur en électromécanique. Nico, je suis désolé si j'ai manqué ça. Mais ouais, on a un ingénieur avec nous autres là, pour la partie hardware parce que mine de rien, ben il y a des certifications, il faut que tu respectes le code de l'électrique. Quand tu plugues. Ça pète. Ben, je pense qu'on a quoi? On a 16 panneaux de LED, 8 ordinateurs, 8 caméras. Faut que ça soit plugué de sorte que ça ne pognera pas en feu. C'est malade. Il y a Qscale aussi qui sont impliqués comme investisseurs. Est-ce que eux s'impliquent au niveau de la gestion du traitement des données? Parce que je sais qu'ils ont beaucoup une grosse infrastructure par rapport à ça. Je pense que c'est pas Qscale en tant qu'entité, c'est Martin Bouchard, le CEO, le founder de Qscale, qui est investisseur. Pour le moment, il n'y a pas d'implication Qscale avec nous, mais clairement qu'il y a des portes ouvertes. Eux autres, c'est ma compréhension de leurs produits, c'est vraiment l'installation. Après ça, tu arrives avec tes serveurs, avec tes racks de serveurs, là, mais ils t'offrent l'installation, la garantie de l'électricité, de l'Internet, tout ça. Fait que nous autres, at some point, c'est sûr que pour la quantité d'inférences qu'on va faire, potentiellement que des services cloud va peut-être pas être le plus cost-effective. OK, intéressant. Pour nous autres, là. Ouais.
Il y a c'est probablement le fait que c'est de la donnée assez privée ou propriétaire aux grosses entreprises manufacturières qui vont utiliser votre solution aussi, qui va jouer. Ouais. Est-ce que... Parce que là, j'ai mentionné différents individus qui ont investi dans Extend AI, puis quelques compagnies. Y a-tu aussi eu du venture capital, carrément? Ouais. Vous en êtes tout là-dedans, dans ce portrait-là? Ouais? Ben, avec la dernière round qui a été faite l'an passé, là, dans le fond, les derniers investisseurs qui sont rentrés, ben, il y a Premier Tech qui est rentré avec Jean Bélanger, Panache Ventures, Ange Québec Capital, puis Boréal. Je pense pas que j'en oublie, mais... Fait que oui, on a du Venture Cap qui est rentré. Là, ça, c'est situé dans un seed round? On est où, là, dans l'espèce d'appellation classique? Là? Ouais, je te dirais qu'on est comme entre notre seed puis notre Series A. Fait que late seed ou un bridge, l'appellation peut varier. Qu'est-ce que tu penses du portrait, justement, du capital de risque, du VC au Québec? Honnêtement, j'ai pas particulièrement une opinion. Je te dirais que je trouve qu'à Québec spécifiquement, c'est peut-être un peu désolant de voir le landscape. Je comprends à some point, c'est pas là qu'il y a le plus gros bassin, mais je pense qu'il y a quand même une bonne densité. Il y a quand même de la qualité de compagnie à Québec. Il y a Panache qui font des efforts là, pour prendre la place à Québec. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a encore plus de travail qui pourrait être fait là, pour ça chez nous. T'as un rôle qui est... Mettons que quelqu'un qui connaît pas la tech, les SaaS, quoi que ce soit, il dit « Head of Operations ». C'est ça ton rôle. Ouais. Ça ressemble à quoi, mettons, ton day-to-day dans une firme d'AI comme Extend AI, ton rôle? Ouais. Tu sais, en général, le rôle de Head of Ops Early Stage, c'est quand même un catch-all parce que je me retrouve à faire un peu de tout, dépendamment des périodes de où est-ce qu'on se trouve. Là. Récemment, j'ai été très impliqué dans le développement de produits, software pour finaliser, dans le fond, qu'est-ce qui s'en venait. Fait que beaucoup d'implications là-dedans. Avant ça, c'était plus le go-to-market. Fait que, on a fait beaucoup de trade shows, développé on a un représentant des ventes, mais de l'aider, de le supporter là-dedans là, sur la stratégie de déploiement. Fait que c'est un rôle un peu catch-all. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'essaie surtout de focusser mes efforts sur vraiment ce que je vais appeler les core capabilities de la compagnie. Là. Fait que dans le fond, c'est quoi nos morceaux qui sont essentiels à notre stratégie pour déployer notre stratégie, puis je vais vraiment focusser sur bâtir ces affaires. Fait qu'évidemment, le go-to-market, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent. Le produit, très essentiel au stage où on est, le développement de produits. Fait que je vais vraiment essayer de collaborer avec les équipes pour développer ces capabilities-là, puis développer les systèmes qu'on a besoin pour être capable d'opérer ces fonctions-là. Dirais-tu que c'est fair de te décrire comme un généraliste en tech de façon générale? Je pense, généraliste de façon générale, je pense que je suis un très grand généraliste. J'ai vraiment pas de spécialité, là, littéralement. Ouais, tu sais, l'espèce de fameux T-shaped individual contributor, ben toi, ta première barre de thé est fat. Ouais, c'est ça. Je connais beaucoup dans plein d'affaires. Là, ouais. Puis, mais il n'y a pas de... Je pense que on peut même pas appeler ça un T, là, c'est un trait d'union. Non, mais c'est très cool, man. Puis je trouve que ça fit avec ton profil psychologique aussi de tout le temps des nouveaux défis ou beaucoup de parties mouvantes. Tu sais, t'es le genre de dude qui est bored facilement, fait qu'il faut que ça soit stimulant. Ouais, quand même. Ouais. Fait que c'est sûr que ce rôle-là, ben en fait, c'est le rôle dans lequel je me suis un peu essayé un peu de me caser puis essayer de pousser, tu sais, dans des compagnies. Chez BotPress, le rôle de Chief of Staff, c'est un peu ça. Là. Head of Ops, c'est plus général encore, mais
J'essaie vraiment de me caser là-dedans parce que c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime faire. Ouais. J'aime ça être large, être impliqué dans plein d'affaires, puis tu sais, contribuer, comme je te dis, vraiment. Je vois vraiment ça comme développer les core capabilities qu'on a besoin pour exécuter notre stratégie. C'est bien dit. D'ailleurs, ça m'a toujours intrigué un peu, genre Chief of Staff to the CEO. On dirait que je vois genre quelqu'un dans Maison Blanche là, qui est genre brief le président dans ma tête. Mais ça fait quoi un Chief of Staff, mettons? Ouais, je te dirais que c'est le monde mon souhait dit ça où tu t'occupes des ressources humaines. C'était comme un ou l'autre. Puis ça, dans les deux cas, ça a rien à voir. Là. Je connais pas vraiment la job du Chief of Staff du président, mais tu sais, essentiellement, quand Sylvain, le CEO chez BudPress, m'a demandé d'être Chief of Staff, j'avais aucune idée c'était quoi. C'était quand même très nouveau. Il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui avaient ça. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment plus populaire. Ouais, ben c'est ça que j'ai remarqué aussi. Mais le rôle de Chief of Staff, essentiellement, c'est de faire de l'opérationnel pour le CEO spécifiquement. Fait que, tu sais, le CEO, il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, il y a des suivis, il y a des meetings à booker, il y a des meetings à préparer. Entrevue. Passer des exécutifs en entrevue, gérer les firmes de recrutement. Bref, il y a une panoplie de trucs. Puis, tu sais, Sylvain, lui, mettons, ce qui trippe, c'est la partie créative, c'est la partie, tu sais, c'est de développer les choses, développer le produit, réfléchir à des affaires funky. C'était pas de faire des suivis, c'était pas de se caser dans un meeting avec le directeur marketing pour jaser des KPI, puis c'était pas ça. Fait. Mais son input est nécessaire là aussi. Son input est nécessaire, sauf que il déléguait une partie de ça à travers moi. Fait que moi, j'étais briefé sur beaucoup d'affaires, plus que le nécessaire, pour que justement, je puisse aller faire un meeting de suivi avec la Head of Marketing, puis dire, OK, tel projet, on avance-tu? Te manques-tu des affaires? T'es-tu bloqué? L'acquisition, comment ça va? Là. Fait que c'était vraiment ça le rôle de Chief of Staff. C'était un peu tout l'opérationnel que le CEO avait à faire. C'était un peu là-dedans que je me casais. Là. Dirais-tu qu'il faut que tu ailles à la base une excellente relation personnelle avec le CEO, par exemple? Sinon, ça prend une super bonne relation de confiance, puis ça prend ça prend vraiment une bonne relation de confiance parce que proche de tous ces trucs là. Ouais, t'es vraiment proche, puis tu sais, c'est comme je disais, tu sais, des fois tu t'en sais peut-être des affaires que tu t'as pas nécessairement besoin de savoir, mais tu sais, t'es tellement dans tout qu'à un moment donné, tu sais, je m'assisais sur les boards, tu sais, j'avais pas besoin d'être sur le board meeting, mais c'était facilitant que je sois là parce que ce qu'on récoltait comme feedback des investisseurs, j'étais capable de l'incorporer dans ce qu'on allait faire, tu sais, les jours suivants, tu sais. Je sais pas si tu peux en parler. Là, je change un petit peu de vitesse, mais un produit comme Stone AI, on disait que c'était massif précédemment. Comment tu fais pour évaluer, designer un pricing model pour ça? Tu sais, c'est-tu en fonction des coûts que l'entreprise manufacturière va sauver? J'imagine que c'est des contrats confidentiels puis des contrats avec des gros montants, mais je suis quand même curieux de voir comment ça se monte. Ben, tu sais, le pricing, je pense c'est it's never finished. Je pense que tu le sais, chez Snip, le pricing il a changé à quelques reprises. Vous avez testé des affaires. Fait que nous autres, c'est un peu la même chose. On est vraiment chanceux d'avoir Polycor qui collabore avec nous sur le développement de produits, mais aussi sur la mise en marché. Fait qu'on a accès quand même à de l'information privilégiée pour justement réfléchir à notre pricing, nous aide à réfléchir à ces questions-là. Après ça, c'est sûr que le modèle de pricing, quand on est arrivé avec... initialement, on chargeait... initialement, c'est encore le cas, mais on charge un prix par tranche. OK. Fait que, tu sais, dans une industrie où tu n'es pas habitué de faire du SaaS, du pay-per-use, ça a accroché un petit peu, tu sais. Puis on s'est rendu compte que finalement, les gens, c'était peut-être plus la licence annuelle, tu sais, qui était... pas dire la licence, mais mettons une subscription qui est annuelle. Ouais. Qui était...
qui laisse moins paraître que c'est basé sur l'utilisation. Mais qui Euh, prend ça en compte. Ouais, sûrement. mais qui le prend définitivement en compte. Tu sais, tu peux pas passer à côté de ça. Le computing power qui est requis pour chaque Ben, tranche. c'est ça. Je veux dire, tu sais, si tu fais 3000 tranches versus t'en fais 10 000, 20 000, ça coûte pas la même affaire. Tu sais, on peut pas te charger un flat fee annuel. Puis, Ça va être intéressant de voir les insights que vous avez avec votre premier client partenaire là, qui vous aide comme Polycar, l'insight de leurs finances, leur perception de valeur, tout ça. Est-ce qu'ils vont bien fitter sur le reste du marché? T'sais? Mais que tu ailles commercialiser avec un prix un peu plus déjà fait. C'est vraiment intéressant. ouais, ben, tu sais, définitivement, on le voit, tu sais, on voit déjà, tu sais, on s'adapte, on change un peu notre pricing, la manière qu'on le présente. Tu sais, là, on start vraiment avec un pilote, puis après ça, on tombe dans la subscription pour essayer de... Tu sais, il y a aussi quand même de la réticence de l'industrie par rapport à êtes-vous vraiment capable de faire ce Oui, c'est job-là, ça. tu sais? Les nerds qui arrivent dans la carrière, là, what's Ah, up? exact, là. Fait que tu sais, il y a du travail à faire de ce côté-là, là, d'éducation, beaucoup. Fait que c'est ça, on teste des affaires, Ok. puis comme je te dis, on est vraiment chanceux d'avoir Polycar qui nous aide là-dedans, puis nos investisseurs aussi qui contribuent à réfléchir notre go-to-market avec nous, là. T'as justement une des core capabilities de la compagnie, c'est le go-to-market, c'est la stratégie de commercialisation. Comment on va mettre ça sur le marché, comment le monde va l'acheter, comment on va en parler, le positionner, etc. etc. Ouais. As-tu des idées un peu? Ça va-tu être, j'imagine qu'il y a des vendeurs puis du nurture de gros comptes, y a-tu des approches au niveau commercialisation que tu es prêt à parler en ce moment ou on est pas rendu là? Ben, tu sais, à ce stade-ci, là, nos efforts de commercialisation se résument à deux choses, là. C'est cold outreach puis les trade shows. OK, nice. OK. Éventuellement, bon, c'est sûr qu'il va falloir se déplacer un peu plus là, sur le terrain pour aller rencontrer le monde parce que c'est vraiment très relationnel comme industrie de ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant. Mais actuellement, les trade shows, c'est là où est-ce qu'on a fait, c'est là qu'on fait notre meilleur travail. On est capable de rencontrer beaucoup de gens très rapidement, développer des relations, faire du face-to-face. Après ça, courriel, cold call, vraiment difficile. Mais ça reste encore un moyen décent de rejoindre le monde. Ben oui. Puis pour le reste, bon, on a évalué un peu SEO-wise, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Ils semblent pas vraiment avoir d'opportunités énormes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la recherche spécifiquement à ces problèmes-là. Fait qu'il va falloir être créatif, je pense, pour amener des nouvelles méthodes, des nouveaux canaux d'acquisition. Pour l'instant, Vous avez déjà deux canaux qui font vraiment du sens. Là, ouais. Fait il y a moyen d'optimiser juste ces canaux-là, puis il y a plein d'autres choses. Ouais. Probablement aussi qu'une fois que une expérience de qualité puis une satisfaction client va avoir été créée dans un ou deux clients, le mot se passe. Là, la notion de referral, il y a beaucoup de compagnies qui éventuellement font juste croître avec du referral, basically. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, man. C'est vraiment excitant. Aujourd'hui, mettons, qu'est-ce que tu trouves le plus le fun puis qu'est-ce que tu trouves le plus tough dans ta job? Le plus fun, c'est la résolution de problèmes, c'est de builder des trucs. Là. Honnêtement, j'aime juste ça, m'asseoir puis réfléchir à comment on va résoudre ça. Nice. Quand je suis rentré chez Extend, une des premières affaires que Carl m'avait demandé, c'était notre process au niveau du software development. Le tooling puis tout ça, c'était... Il y en avait quelque chose en place, mais c'était pas nécessairement super bien structuré puis utilisé à son plein potentiel. Fait que j'ai passé quand même beaucoup de temps à essayer de mettre en place certaines structures, certains processus à ce niveau-là pour être capable d'amener l'équipe à tout travailler de la même manière, puis avoir un meilleur tracking, être capable de comprendre quand est-ce qu'on va livrer les choses, ou en tout cas, aussi bien qu'on est capable de le faire en software, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le bout, le fun de ma job. J'ai l'impression, man, que, tu sais,
Il y a du monde qui start le ship, là, ils le bâtissent, ils crissent ça à l'eau. Là. J'ai l'impression que tout arrive sur le ship, pis tu dis, alright, on va faire rouler ça droite, là, parce que c'est un peu fuck all, genre. Ouais, ben, tu sais. Quoi que t'en as starté tes propres ships aussi, Ouais. je sais, là. Mais le startup, on dit souvent que c'est le chaos. Ouais. Puis, tu sais, je suis super à l'aise dans le chaos, mais mon cerveau, il est wired d'une façon que Tu mets de l'ordre. j'essaie tout le temps d'organiser le chaos. Je suis juste comme, comment on organise le chaos, tu sais. Bon. Fait que ouais, c'est un peu... Ça, c'est plus le fun, c'est ce le- côté-là. Ouais, c'est le bout le fun de résoudre Puis ces le problèmes. plus tough. Le plus tough, il est relié à ça aussi. Ouais, Puis c'est de roller out les process. ouais. Souvent, on pense, je vais faire un process, puis genre, tu le dis à tout le monde, puis that's it, c'est réglé. Non. Ouais, C'est pas comme ça que ça marche. Puis Ouais. plus qu'il y a de monde, plus c'est compliqué de déployer des process, déployer du tooling, parce que là, tu sais, c'est constamment, faut que tu fasses des c'est rappels. de la vente puis- interne, quasiment, genre. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que ma job de chief of staff m'a aidé à développer. C'est le travail d'influence, c'est le cadre de faire Ça de l'influence. Parce que, parce qu'essentiellement, en tant que chief of staff, t'as personne qui reporte à toi. Tu n'es pas le boss de personne. Tu peux pas passer des commandes. Tu sais. Mhm. Faut que tu influences les gens à prendre la décision que tu veux qu'ils prennent ou que tu penses qui est la bonne décision. Tu sais. Fait que ça peut impliquer des fois de parler avec plusieurs personnes dans la compagnie qui vont funnel back vers cette personne-là. Tu sais, ça va both ways. Tu sais, je travaille avec le CEO. Ça a d'influencer aussi le CEO sur ce que je pensais qu'il devait être fait, tu sais, Ouais. pour aller dans l'autre sens. Fait que, puis ça, tu sais, moi, ça fait peut-être, ça va faire 2-3 ans, je pense que, tu sais, je joue une psychologue, OK. tu sais, une fois par mois, une fois aux 2 semaines, c'est Ouais, très variable. Puis, durant cette période-là, c'est vraiment la chose qu'on a travaillé. C'est comment travailler sur l'influence, comment je peux influencer le monde. De façon éthique et responsable, bien évidemment. Évidemment, de façon éthique et responsable. De toute façon, ça ira à l'encontre de ma personnalité, tu sais, mais oui, tu sais, la job d'influence, puis ça me sert énormément dans le rollout des processus parce que faut que tu réussisses à influencer le monde un peu à prendre ces processus-là parce que t'es pas... Tu peux pas juste passer une commande puis dire c'est de même ça marche, c'est de même vous allez le faire. Ça passe pas ces affaires-là. T'sais. Fait qu'il faut que tu amènes les gens à vouloir onboarder sur ce processus-là parce qu'ils pensent que ça va être meilleur, parce qu'ils pensent que ça va les aider. T'sais. Exact. Hey, ça, c'est fascinant d'autres. Puis je suis content d'entendre l'anecdote par rapport au fait que en thérapie, tu parles d'affaires, puis de business, puis de carrière, puis ça joue comme une valeur ajoutée dans ta carrière, tu sais, de consulter, tu sais. Ouais. Puis moi aussi, c'est ça, puis j'en ai parlé, mais c'est le fun d'entendre quelqu'un d'autre mentionner cette espèce d'avantage-là. Shout out à tous nos psys. T'as-tu l'impression que dans ta carrière, qui est très vaste, là, on a dit Tech Drinks, AmpMe, Sunder, Upfront, ButtPress, maintenant Extend AI. T'as fait du chemin, tu sais, puis à travers ce chemin-là, tu sais, on fait des erreurs, c'est juste normal, là. Ouais. Y en a-tu que t'es comme à l'aise de partager, soit que toi t'as fait ou que t'as vu des founders faire pour, je sais pas, sensibiliser un petit peu le monde, peut-être leur éviter de faire ces erreurs-là? Ouais, ben, tu sais, je vais probablement stater the obvious, là, mais, tu sais, c'est niaiseux, ben, les erreurs qu'on fait puis qu'on refait, c'est souvent des erreurs qui semblent évidentes après coup, là. Mais tu sais, juste dans le développement de produits, tu sais, c'est facile de tomber dans des rabbit holes, de scope creep, puis là, de penser qu'il faut que tu rajoutes des features, puis... Tant qu'à. Ouais, exactement. Tu sais, tant qu'à ça, on va refaire ce système-là aussi. C'est comme, il marche-tu le système? Non. OK, touche pas. OK. Ouais. Il marche. Touche pas au système s'il marche, là, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça, puis c'est toutes ces petites décisions-là. Tu sais, cette erreur-là, on l'a fait chez AmpMe. On bâtissait des features pour essayer de pallier au fait qu'on n'avait pas vraiment compris c'était quoi notre value prop. Tu sais, chez Upfront, au début, c'était comme
le Grand Vision, on va builder une super grosse plateforme e-com pour les optométristes. Finalement, on a scopé ça down à juste un app Shopify où est-ce qu'on se connectait, parce qu'au final, il faut que tu sois capable de livrer de la valeur at some point. Tu veux pas attendre 12 mois ou 18 mois. Fait que comment est-ce que tu fais pour te rendre là? Puis après ça, on rebâtira, on rajoutera des trucs, mais comme shipper de la valeur rapidement, c'est ultra important. Puis c'est souvent une erreur qu'on fait quand tu y repenses. Tu dis, je pense qu'on aurait pu le faire plus rapidement si on n'avait pas fait telle affaire qui n'était pas nécessaire. Fait que vous l'avez entendu ici en premier, les enfants. Faites attention au scope creep. Ouais, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a déjà été mentionné sur le pod, mais c'est ça. Bref, il y en a plein des petites erreurs de même. Là. Ouais. Non, mais c'est un conseil qu'on peut juste jamais répéter assez, je pense. Ouais. Fait que je suis content que tu le fasses. Y a-tu des beaux pis des bons coups ou des highlights, que ce soit dans ta carrière ou dans les compagnies que tu as le goût de mettre en lumière? Des highlights, je suis tellement pas bon pour ces affaires-là. Je suis tellement une personne qui genre regarde les problèmes puis essaie juste de. Genre, je me souviens rarement du positif de tout ça, mais. Dans ta vie personnelle, là, bon. Comment ça a changé, justement, parce que t'es un hard worker, je l'ai vu, je le sais. Ouais. Ça a te changé d'avoir Là, t'es rendu à 2 kids. Ouais. Comment ça a changé ta vie de professionnel? Ben, c'est clair que, il faut que tu repenses un peu à tes affaires. Moi, j'ai une tendance workaholic, là. Tu sais, quand j'embarque, des fois, je me plonge, puis je suis chanceux parce que ma blonde, tu sais, souvent, elle me pull back, elle est comme elle, là, tu sais, slack un peu, là. Puis c'est vraiment correct de le faire, même si ça me frustre tout le temps un peu de me le faire dire, mais, tu sais, ça a vraiment changé ma vie parce que aujourd'hui, tu sais, j'ai des responsabilités d'aller porter à la garderie, de, tu sais, faire la routine le soir, tu sais, il y a toute la vie familiale qui se bâtit autour d'avoir des kids. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'essaie d'être plus flexible, puis on se trouve des routines pour essayer de maximiser nos journées. Moi, c'est clair qu'une fois que les kids sont couchés, je rouvre mon laptop, je retravaille jusqu'à tard. C'est encore ça que je fais aujourd'hui. Là. Ouais. Je pense que, tu sais, il n'y a pas de... C'est comme un peu les diètes pour moi. Il n'y a pas de formule prescrite universelle de voici comment tu devrais avoir ton équilibre vie, travail, famille, travail, peu importe. Je pense que tu matures, tu apprends à te connaître, tu catches qu'est-ce qui te rend heureux puis qui te permet d'être une bonne version de toi-même dans toutes les sphères de ta vie. Puis si tu fais ça, puis si ça implique travailler tard le soir pour toi, puis que tu es heureux, à l'aise là-dedans et productif, fuck, fais-le. Là. Genre, on s'en crisse de ce que tel genre de gourou dit d'un bord ou de l'autre. Puis, fait que pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis, je réfléchissais beaucoup à ça dans les 2 derniers jours. Moi, je suis pas, mettons, une personne 100% stable dans mon output. C'est-à-dire que mon humeur, mon énergie varie beaucoup. Puis, j'ai appris à épouser ça. À milk the highs puis mind the lows. C'est peut-être le titre de mon prochain blog post. Ouais, non, je te file à 100% parce que, tu sais, c'est ça. Un peu comme toi, l'énergie est variable. Des fois, c'est simplement dû aux mauvaises nuits de sommeil ou whatever, tu sais. Fait que, c'est ça. Faut vraiment que tu apprennes à gager ça. Puis, ouais. Êtes-vous en embauche en ce moment chez Extend.ai? Non, on n'est pas en embauche pour le moment. On a tout notre staff. On est encore, je veux dire, en stealth, là, dans le sens que, on était vraiment focusé sur shipper, Stone AI, première version, tout ça. Puis, bon, c'est sûr que, on va avoir des besoins d'embauche là, au courant des prochains mois, for sure. Mais pour le moment, on garde l'équipe. Puis quand tu étais Chief of Staff, puis ton passage chez BudPress, il y a eu beaucoup de croissance chez BudPress pendant ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'embauches aussi. Ouais. As-tu l'impression que c'est difficile d'embaucher en SaaS au Québec? Ça dépend des rôles. Puis ça dépend de la compagnie, I guess. OK. Ton expérience.
Je te dirais que actuellement, mettons, chez Extend, engager notre premier account exec, ça a quand même pas été facile. Là. Tu sais, Ok. il n'y avait pas énormément de bons candidats tu sais, qui ont postulé. On n'avait pas beaucoup de temps non plus pour commencer à faire du gros démarchage de recrutement. Tu sais. Fait que les rôles non techniques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de. Il n'y a pas un si gros bassin que ça. Tu sais, je me fais souvent poser la question, hey, un head of marketing ou tu sais, quelqu'un qui fait du. Man, il y a vraiment pas tant de monde que ça, tu sais, en non technique, je trouve, Ou en du moins, ils SaaS. sont pas rassemblés, pas faciles à faire resurfacer, tu sais, Ouais. puis j'espère un peu que ça se passe, va aider éventuellement Ouais. à faire ça. Hopefully, parce que, tu sais, souvent, tu finis par aller les dénicher dans des agences, dans des compagnies qui sont même pas tech, tu sais, puis il y a du super bon monde partout. On dirait que des fois, c'est ça. Puis on pense à tort que, tu sais, en software, il faut que tu engages du monde qui ont déjà travaillé là-dedans ou qui ont cette expérience-là, mais je pense pas. Pas Tu tout sais, le je temps, pense non. vraiment pas que tu as besoin nécessairement d'engager du monde qui ont fait du software Ça, c'est précédemment. intéressant. Vraiment. Ouais. Pour les devs, c'est un autre market. Là, chez BudPress, là, durant la période où est-ce qu'on a rampé up, là, il a fallu revoir les politiques de salaire et il a fallu vraiment comme stepper up notre game là, parce que de l'autre bord, il y avait d'autres compagnies C'est à compétitif. Québec, mais il y avait aussi d'autres compagnies ailleurs dans le monde qui poachaient au Québec. Fait que quoi, c'était pas. Ça n'a pas été si facile que ça. Puis je pense que là, actuellement chez Extend, avec justement l'équipe qu'on a là, qui est vraiment forte, avec nos investisseurs, tout ça, on essaie de se positionner justement là, pour que quand on va se mettre à embaucher massivement, on va être en bonne position pour le faire. Un petit peu plus philosophique comme suite de questions, mais y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les 5 dernières années? Ouais. Dans le fond, tu sais, moi, j'écoute des podcasts, j'aime ça consommer de l'information, puis tu sais, lire des livres, puis tu sais, je remonte, mettons, à il y a 6 ans, je pense, le Y Combinator avait sorti avec Stanford, Oui. C'est une série de vidéos, puis tout ça. Très Puis, cool d'ailleurs. Ouais. j'ai consommé énormément ce contenu-là, puis pendant un certain temps, je vivais selon ce qui avait été dit par Sam Altman et tout ce beau monde-là. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui vient me quoter des affaires. Je les ai tellement tout entendus, là, quelqu'un qui vient me quoter là, Move Fast and Break Things ou les classiques, là, je suis comme. Dude, genre, décroche, là. Tu m'auras pas avec ça, là. Comme. Si tu penses que tu peux prendre exactement ce que les autres ont dit puis l'appliquer tel quel à ta business, des bonnes chances que ça se passe pas comme tu penses que ça va se passer. Ton contexte est différent, ta réalité est différente, le monde est différent. Comme il faut tout le temps que tu fasses un effort de réflexion sur peu importe le conseil ou le livre que tu vas lire, comment ça s'applique à ta situation, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai développé dans les dernières années, que j'ai changé un peu d'idée parce que moi aussi, fut un temps où je pensais que je pouvais lire quelque chose puis l'appliquer tel quel puis que ça allait marcher. Turns out it doesn't. Dude, j'adore ça comme réponse, puis j'approuve à 110%. Il y a une quote en anglais que j'avais comme adapté, puis c'est genre « Their map is not your territory ». Puis j'aime bien ça, genre me rappeler ce petit aphorisme-là. Très fort, je te la vole. Vas-y, man. Je t'ai déjà volé un quart de nouée quand on était coloc. Ok, nice. I didn't know that. Pour finir, bro, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on pourrait changer, améliorer pour rendre ça se passe plus utile pour toi, mettons? Non, j'ai pas rien de spécifique, honnêtement. Tu sais, comme on se disait un peu offline, moi, j'ai un des seuls podcasts francophones que j'écoute, c'est Ça se passe, puis tous les jeudis, généralement, je tune in pour l'épisode. Là, Parfait. Ludo enregistre ce clip-là, on va mettre ça comme quote sur le site marketing.
Fait que non, j'aime juste ça, consommer, entendre l'histoire des... tu sais, c'est quelque chose que je faisais plus avant, mais tu sais, j'aime bien ça m'asseoir avec des founders, avec du monde, puis juste jaser de leur parcours, jaser de leur business, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, puis tout ça. Fait que j'aime ça venir, tu sais, tune in, écouter le pod, puis écouter comment chaque personne a géré T'es-tu ça. venu aux events, à date? Non, c'est Pas ça. la hein? chance de venir, non? Mais s'il y en a un que tu peux aussi, j'aimerais ça que tu expérimentes ce côté-là de ça se passe, pas juste le pod. Là. Ouais. On a eu des bons commentaires, pis c'est une bonne vibe, du beau monde, man. Puis je suis sûr que t'aimerais ça. Ouais, ça a juste vraiment le timing n'a pas été bon encore, mais Zéro stress, for hein. sure. Mon gars, merci beaucoup d'être venu sur le pod, puis on va aller continuer ça offline. Alright, hey, thank you. Les sommes qu'on est comme une fascine.